Bon, je suis désolé par avance pour tous ceux qui détestent les gifs, enfin les gifs, ou peu importe comment vous le dites. Dans toutes mes presses, il y en a un paquet à chaque fois. Donc désolé par avance. Non mais je sais que il y en a certains qui aiment vraiment pas du tout. Donc, si vous ne supportez pas ce genre de choses, restez pas. Ne restez pas. Le top est envoyé. C'est toi qui me dis du coup. Ok, ça marche. Le stress monte. Très bien. Bon, j'ai pas de téléphone sur moi. Je sais pas si s'il y a quelqu'un qui peut me dire dès qu'il est 15 heures, ça serait top. 30 secondes, ça marche, merci. Après, on fera un décompte. Ça marche. Justement, juste avant de commencer, il y a des gens qui utilisent Pulumi ici? Une personne. C'est beau. Ouais. Eh bien, il est 15 heures, on va pouvoir commencer. Eh bien, merci à toutes et à tous d'être là, d'être là cet après-midi pour voir mon talk, notamment sur Pulumi, et plus exactement sur comment on va pouvoir gérer de l'infrastructure avec son langage de programmation préféré. Alors le message est fort, mais c'est un peu l'idée de ce que je vais vous tenter de vous montrer justement ici. Et petit disclaimer quand même pour commencer, c'est que cette conférence a été faite bien avant le drama qu'il y a eu tout autour de HashiCorp et de la BSL, enfin la Business Source License, qui a suivi un petit peu quand même le drama. Ok, quand même quelques personnes. Pour ceux à qui ça ne parle pas, en fait, HashiCorp a annoncé qu'ils changeaient de licence pour leurs produits et notamment Terraform était impacté. Et en passant sur une licence, on va dire, plutôt orientée business et plus du tout open source. Et en fait, suite à ça, on a découlé en fait un autre produit qui est OpenTofu, en fait, qui est un fork de Terraform qui se veut du coup totalement open source avec une licence libre. Et surtout, ils se sont pris quelques petits problèmes, enfin, notamment une petite lettre plutôt sympathique de la part d'HashiCorp en leur disant c'est pas cool, tu as récupéré mon code, mais nous on essaie de faire du business là-dessus, donc c'est un peu problématique. Et puis la dernière chose de l'actualité qui s'est passée, c'est que finalement en fait cette BSL, elle est apparue très certainement parce que justement il y avait cette idée derrière de Red Hat, d'IBM notamment, de racheter HashiCorp. Et donc IBM a racheté HashiCorp pour donc la société qui développe Terraform pour 6,4 milliards de dollars, ce qui est plutôt pas mal pour une boîte qui n'est pas rentable. Hein. HashiCorp n'est toujours pas rentable. Et puis comme Pulumi, c'est une bande de petits rigolos, ils ont fait une vidéo justement sur cette fun fact pour les utilisateurs Terraform, et littéralement dans le but de troller. Pas les utilisateurs Terraform, mais plutôt troller véritablement HashiCorp. Donc je vous conseille d'aller la regarder, et à la toute fin, vous aurez justement les slides si vous voulez regarder un petit peu toutes ces choses-là. Et puis, deuxième disclaimer, dans cette conf, il n'y aura pas de code Terraform qui sera maltraité, je vous le promets. Maintenant, je vais me présenter rapidement. Alors, je m'appelle Julien Brio, j'ai été SecOps Consultant pour une boîte qui s'appelle Rudder, qui développe un logiciel de gestion de conf du même nom, open source, français. Je suis IT Infrastructure Manager au Resto du Cœur en tant que bénévole. D'ailleurs, j'ai donné une conf là-dessus. Je suis également, là, cette fois-ci, c'est ce qui me fait vivre tous les jours et c'est là où je pousse de plus en plus à ce qu'on ait Pulumi. Je suis Network Engineer SRE chez Deezer, donc la plateforme de musique en ligne. Et puis, je suis auteur sur mon blog perso et puis j'écris aussi des articles sur Linux pratique. Et mon pseudo, Juni5, en fait, il est hérité du robot que vous voyez en bas à droite. Qui est en fait le Wally raciste des années 80. Il est tiré du film Short Circuit. Je peux pas mieux le détailler que comme ça. Hein. C'est vraiment le Wally raciste des années 80. Et son prénom, c'est Johnny Five, d'où mon pseudo. Et puis, comme
enfin, bien avant de faire de l'informatique, j'étais DJ. Et donc, ce soir, enfin, justement, on va se représenter notamment avec David. Mais juste après cette conf, il y a une petite session justement d'apprentissage à comment mixer ou ce genre de choses. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. On va pouvoir jouer ensemble comme ça. Donc, voilà. Et puis donc je parlais des Restos du Cœur rapidement. En fait, Restos du Cœur, il y a 3 ans, j'ai lancé un projet qui s'appelle le Cloud du Cœur, qui vise à fournir une plateforme de cloud privé aux Restos du Cœur pour répondre à leurs besoins, qui utilise tout un ensemble de technologies qui sont open source, dont Pulumi. Pulumi, on en est très très friand pour plein de raisons et je le détaillerai justement un petit peu plus tard. Et si jamais vous êtes intéressé, on a besoin de vous. Donc s'il y a des gens qui ont envie de venir nous aider en tant que bénévoles, n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Et si vous voulez plus de détails sur ce qu'on a fait justement au Resto du Cœur, j'ai donné une conf sur comment nous avons transformé les Restos du Cœur en cloud provider. Alors, ça paraît bizarre comme ça quand on voit l'image, hein. On dirait une idée de merde. Le fait d'avoir l'EDC-OVC, à savoir le toilette qui est derrière, le mitigeur qui pendouille et la baie de serveur, bon, on n'en est plus du tout là, hein. C'était vraiment tout au démarrage. Et si ça vous intéresse, encore une fois, je vous ai mis le lien YouTube. Et merci Riviera Dev de me faire confiance et de me permettre de vous parler de Pulumi justement aujourd'hui. Et maintenant, on va commencer à parler de Pulumi. Petit plan rapidement, on va faire un petit retour aux sources avec les différentes solutions historiques qu'il y avait bien avant Pulumi. Je vais vous présenter donc ces solutions, je vais vous présenter Pulumi, et à la toute fin, on va essayer de présenter, faire quelques petites démos de Pulumi sans essayer trop trash talk, on va dire, sur Terraform, même si l'idée c'est globalement un petit peu comparer les deux, même s'ils ont un peu des approches différentes, ils sont quand même assez similaires sur pas mal de choses et les comparer d'une certaine manière. Je vous propose de commencer. Et pour commencer, donc comme je l'ai dit, on va faire un petit retour aux sources. Et notamment, là, ça n'a rien de technique, c'est plutôt organisationnel, on va dire. Historiquement, on avait plutôt des équipes de dev et d'ops. Qui est dev dans la salle? Ok. Est-ce qu'il y a des ops? Ok, vraiment, on va se faire petit parce que on n'est pas en nombre aujourd'hui. Eh bien, l'idée, c'était d'essayer de concilier, en fait, les inconciliables. À savoir, d'un côté, on avait les devs qui voulaient développer de nouvelles features très rapidement, et on avait les ops où, globalement, en fait, les devs poussaient leurs features, qui voulaient délivrer rapidement, mais les ops ne voulaient pas, surtout pas péter la prod. Donc, c'est deux approches complètement différentes, et justement, il a fallu un petit peu, on a commencé à réfléchir à comment on pouvait faire en sorte d'améliorer toute cette partie-là. Et pour y arriver, on a commencé à se dire, est-ce qu'il ne serait pas bien d'arrêter de siloter en fait les différentes équipes et de faire cohabiter en fait les devs et les ops d'une certaine manière. Donc on a commencé à arrêter cette partie de silotisation des équipes. On a aussi cherché d'une certaine manière, c'est un constat qu'on a eu très rapidement, c'est en appliquant des pratiques notamment de dev côté ops, c'est qu'on a facilement réussi à améliorer les délais de déploiement. Donc c'est un truc qui, historiquement, côté Ops, est vraiment pas du tout dans l'air du temps, puisque nous, l'idée, c'était de faire en sorte que la prod fonctionne. Donc, améliorer les délais de déploiement, c'était pas notre problème. Et là, le fait de faire cohabiter ces deux équipes, ça a permis justement d'améliorer notamment les délais de déploiement. Et il y a un autre truc aussi qui est important à comprendre, c'est que, globalement, les stacks devenaient de plus en plus complexes, et de manière croissante, les stacks devenaient de plus en plus complexes à appréhender. Et donc, c'est là où, justement, la gestion, notamment as code, si je puis dire, de certains éléments de l'infrastructure, a permis de réduire, on va dire, la complexité, au moins la compréhension de la complexité de certains bouts d'infrastructure. Et c'est à partir de ce moment-là où on a vu vraiment en fait l'arrivée de l'agilité et du DevOps. Alors, qui fonctionne en mode agile ici? Ok. Qui en est content? Il y a beaucoup moins de bras. Et qui fait du DevOps, si je puis dire? Ok, et même chose, qui en est content? Un petit peu plus quand même. On va dire à peu près le même taux. Il y a un truc à retenir quand même globalement, c'est que même si on a tendance à le voir sur LinkedIn, c'est que DevOps, c'est pas un métier. Et justement, l'idée, comme je l'ai dit, c'est de plutôt rassembler, on va dire, les bonnes pratiques des deux équipes et de faire en sorte que les gens travaillent ensemble, globalement. Et donc, dans le DevOps, on va retrouver toutes ces choses-là. Alors, je ne vais pas vous les détailler ici parce que ce n'est pas l'intérêt. Je ne suis pas là pour vous faire un cours magistral sur ce qu'est le DevOps. Mais globalement, on va retrouver la culture qui est complètement changée en termes d'organisation. On va retrouver l'automatisation. On va retrouver le Lean, qui est lié d'une certaine manière à l'agilité. Le fait de mesurer ce qu'on va faire. Et puis le fait de partager surtout, et notamment partager les mêmes objectifs.
Et on va voir aussi cette notion de pet versus cattle. Globalement, l'idée, c'est que historiquement, notamment côté Ops, par exemple, on avait tendance à donner des petits noms plutôt sympas à nos machines. Typiquement, j'ai vu dans une boîte précédente, ils avaient tendance à appeler leur nom de serveur avec des noms de Pokémon. Alors c'est très bien, mais le jour où vous butez le Pokémon, bah, qu'est-ce qui se passe derrière? Enfin, globalement, en fait, la machine, on avait tendance à s'en occuper justement comme on s'occuperait d'un animal. Et là, globalement, en fait, l'idée, c'est plutôt de s'orienter vers ce qu'on appelle cattle, donc un troupeau de vaches. C'est plutôt se dire, en fait, on va buter, alors, on va pas buter une vache, hein, mais on va buter un serveur. Ce serveur, plutôt que s'appeler, je sais pas moi, Pikachu, il va s'appeler plutôt Web01. Et ben si on bute Web01, en fait, on va pouvoir le redéployer très rapidement et en fait, il reviendra de la même manière que l'autre était déjà déployé. Et c'est un peu ça, en fait, le principe de justement pet versus cattle. Et c'est d'une certaine manière ce que permet d'apporter justement des outils comme Pulumi. Et il y a un autre truc aussi à prendre en compte, c'est que l'infra, bah, globalement, c'est plutôt quelque chose de compliqué. Et que comment on peut faire en sorte de rendre moins compliqué cette infrastructure, bah, peut-être en apportant par exemple de l'abstraction sur certains éléments. Et c'est là, encore une fois, où bah, vous l'aurez compris, c'est ce que je vais essayer de vous montrer plus tard. Et dans tout ça, c'est bien, mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y avait les devs et les ops. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, bah, cette fois-ci, de faire du code sur de l'infra, donc faire de l'infra as code? Bah, vous le sentez venir. L'infrastructure as code, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une pratique qui consiste globalement à gérer et à provisionner en fait, une infrastructure informatique en utilisant des fichiers de définition. C'est ce qu'on va retrouver notamment, par exemple, avec ce qu'on va faire bah, dans Terraform, historiquement, dans Ansible, dans toutes ces choses-là. Et donc, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir véritablement ce qu'on a défini dans des fichiers. Et donc, l'infrastructure as code, ça apporte pas mal de choses, notamment en fait le versionning. On va pouvoir versionner notre infrastructure et la redéployer et faire des rollbacks très facilement. On va pouvoir aussi faciliter les audits parce que tout est stocké dans du code. Donc c'est comme en fait finalement ce que vous avez côté applicatif. On applique la même chose côté infrastructure. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir faire des rollbacks très rapidement. J'aime bien prendre un peu de temps quand même pour trouver des conneries comme celle-ci. Et puis on va avoir aussi ce qu'on appelle le Shadow IT. Alors est-ce que ça parle à tout le monde le Shadow IT ou pas du tout? Ok. Le Shadow IT globalement c'est les choses qui sont déployées mais qui ne sont pas référencées. Donc par exemple on va avoir tout un lot de web serveurs qui vont être déployés, mais on ne sait pas ce qui tourne dessus, on ne sait pas comment ils sont configurés. Bah, c'est ça en fait du Shadow IT. C'est quelque chose qui est déployé mais qui n'est pas référencé. Et en fait, bah, l'avantage aussi de l'infra-as-code, c'est que finalement, ce qui est déployé va être forcément référencé quelque part puisque c'est contenu dans du code. Et donc on va avoir deux principes complètement opposés, à savoir l'infrastructure provisioning, ce que fait globalement plutôt Terraform, Pulumi, et l'infrastructure ou en configuration management, enfin l'infrastructure management, c'est plutôt ce que vont faire des outils comme Ansible, comme Puppet, comme Chef, qui globalement, eux, vont configurer des petits éléments d'infrastructure, typiquement l'intérieur d'une VM, mais pas la VM en elle-même. C'est pas lui qui va lui dire comment je crée ma VM. Enfin, en tout cas, c'est une très mauvaise idée de faire ça avec Ansible. Et on va voir donc la partie stateful et stateless. Stateful, c'est que j'enregistre tout dans un fichier de ce qui va être fait. Donc l'état souhaité, je vais le sauvegarder. Stateless, j'en ai rien à faire, je redéploie et puis c'est réglé. Et la partie impératif et déclaratif, alors là, c'est vraiment purement plutôt côté développeur qu'on va retrouver ce genre de choses. On va avoir d'un côté plutôt de l'orienté objet avec la partie impérative, et de l'autre côté, la partie déclarative, où là, c'est vraiment orienté plutôt fonctionnel, on va dire. Et globalement, comment ça se traduit? Ça va être d'un côté impératif, on va devoir donner toutes les étapes pour avoir un résultat. C'est ce qu'on va notamment retrouver par exemple dans Ansible. Dans certains éléments, on va être obligé de lui donner toutes les étapes pour avoir le résultat. Typiquement, je veux justement un nouveau web server, bah, il va falloir que j'y donne toutes les étapes pour y arriver à avoir mon Apache à la toute fin. Et la partie déclarative, c'est plutôt je veux 2 web serveurs. J'en ai rien à faire de comment tu le fais, moi je veux juste 2 web serveurs. Et ben c'est ça la partie déclarative, et c'est ce que notamment permet de faire Pulumi et Terraform. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, bah, il y a des développeurs qui ont envie de faire de l'Ops, puisqu'on commence à appliquer des pratiques de développeurs, justement, des pratiques de développeurs côté Ops. Et donc, d'ailleurs, à ce sujet, j'avais donné une conférence sur OctoDNS à Devoxx qui reprend un peu les mêmes concepts, si ce n'est que là, c'est vraiment très orienté DNS et de manière agnostique. Donc, si jamais vous êtes intéressé, je vous ai mis le lien aussi. Et maintenant, on va commencer.
On va commencer à parler des solutions historiques. Alors les solutions historiques, on a AWS CloudFormation, qui est l'outil en fait qui est lié à AWS, justement pour pouvoir faire de l'infrastructure as code, mais uniquement sur AWS. Donc forcément, vous êtes bloqué sur AWS. Si vous voulez faire utiliser un autre cloud provider, il va falloir utiliser un autre outil. Typiquement, vous êtes sur Azure, il va falloir mettre un peu de biscotto, parce que c'est Azure Bicep qui vous permet notamment de faire de la gestion as code de votre infrastructure, orientée uniquement Azure cette fois-ci. Ça a plein de problématiques, notamment ça n'a pas de state. L'écosystème, globalement, si vous comparez à des outils comme Terraform, notamment, il est ridicule. Donc c'est pour ça que finalement, ces outils-là sont utilisés, mais pas autant qu'on va dire que des outils notamment comme Terraform. On va avoir HIT. Alors nous, au Resto du Cœur, on utilise OpenStack. Et dans OpenStack, en fait, vous avez un équivalent justement de ce que je vous ai présenté jusque-là, et c'est notamment HIT en fait qui permet de le faire. C'est des fichiers YAML qui permettent de déclarer de l'infrastructure. On l'utilise très peu. Enfin, il est utilisé il est appelé dans certains services, mais finalement, nous, on l'utilise pas puisqu'on utilise essentiellement Pulumi ou Terraform dans certains cas. Et vous l'aurez compris, Terraform, qui est vraiment l'outil, le standard maintenant de facto, lorsque vous voulez faire notamment du multi-cloud provider, de la gestion d'infrastructures as code multi-cloud provider. Sauf que, qui a fait du Terraform ici? Ok, donc une bonne majorité. Qui aime le 1, 2, 3, 4, qui aime le HCL, le HashiCorp Configuration Language, le DSL en fait de Terraform. Il n'y a aucune main levée. Bon, ça représente plutôt bien le problème globalement. Terraform, en fait, elle vient avec son propre langage de programmation, si je puis dire, qui est un langage supplémentaire à apprendre, notamment pour un développeur. Là où, vous le verrez avec Pulumi, l'approche est différente. Il y a un système d'héritage de valeur, notamment si vous avez déjà joué avec les modules, si vous êtes déjà un peu cassé la tête avec les modules et l'héritage de valeur, vous savez très bien à quel point c'est une horreur. Et il y a certaines choses qui, dès que vous voulez un petit peu de complexité, des choses qui sont très facilement lisibles avec du vrai code, et que vous voulez l'appliquer dans du Terraform, ça devient très rapidement complètement illisible. Et puis en plus de ça, pendant très longtemps, ça n'a pas été Turing complete. Donc ce qui fait que, par exemple, vous vouliez faire un for each, je vois des sourires se dessiner sur le visage de certains. Vous vouliez faire un for each en Terraform, c'était assez comique globalement. Je crois que j'ai un exemple un petit peu plus loin. Ça faisait vraiment mal au crâne, quoi. Globalement, c'était pas le truc qui était le plus pratique. Et c'est à partir de ce moment-là, on a véritablement en fait le combat qui commence à vraiment tous les opposer, où on avait historiquement le standard de facto, Terraform, et qui avait quand même aussi d'autres problématiques, d'ailleurs, tant que j'y suis, qui sont en fait la gestion du multi-environment. C'est-à-dire comment je vais pouvoir prendre un projet et le réappliquer sur différents environnements. Par exemple, récupérer exactement ce même code, je vais juste avoir 2-3 variables qui vont changer, mais comment je l'applique en pré-prod, en prod, en dev, comment je fais pour justement réutiliser tous ces trucs-là. Alors, il y a plusieurs solutions, notamment en fait, ce qui était souvent fait, c'était l'utilisation de TerraGrunt, qui permet en fait de justement instancier, on va dire, différents projets avec un certain niveau de variables qui sont partagées. Maintenant, on peut le faire naturellement et nativement dans Terraform, pardon, mais globalement, ça reste quand même pas hyper naturel et pas forcément très pratique. Et pareil, le travail concurrentiel. Qui a déjà fait du travail concurrentiel dans Terraform? Ça répond bien. Alors, globalement, le gros problème de Terraform, comme il est écrit dans un fichier de state, c'est comment je vais travailler à plusieurs, justement, sur ce fichier de state et comment je vais faire en sorte que ces ressources, donc les choses que je déclare, ne sont pas écrasées. Il y a des outils qui permettent de le faire. D'ailleurs, Run Atlantis, que j'ai mis ici, vient tout juste de rentrer dans la CNCF. Ils ont un module qui est possible pour Pulumi, pour ceux qui l'utilisent en version communautaire, mais globalement Pulumi a déjà le travail concurrentiel natif, donc je le présenterai un petit peu plus tard. Et maintenant, vous l'aurez compris, on va commencer à parler de Pulumi, le petit nouveau. Donc Pulumi, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui lui est beaucoup plus récent en fait que Terraform. Globalement, en fait, le gros avantage de Pulumi, c'est qu'ils ont eu le temps d'avoir tous les pots cassés, d'essuyer tous les pots cassés, c'est-à-dire que Terraform
a eu globalement une bonne vie, a d'ailleurs toujours une bonne vie, on va dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de problématiques qui ont été remontées dans Terraform, et Pulumi s'est dit, ok, on va partir de tous les problèmes de Terraform, et on va essayer de les corriger en apportant justement notre touche qui est un peu différente. Pour l'installer, c'est pas très compliqué. Bon, pour les ops, ça a tendance un peu à leur faire peur, hein, justement, un curl pipe shell pour pouvoir installer l'outil. Bon, c'est la version officielle. Après, tout dépend de votre package manager. Vous pouvez l'installer très facilement. Pour comprendre Pulumi, il faut un peu de vocabulaire, notamment la notion de programme. Donc, la notion de programme, en fait, c'est un ensemble de fichiers et dans lequel, en fait, on écrit notre code en fonction de notre langage de programmation qu'on a choisi. On va retrouver la notion de projet. Donc le projet, c'est le répertoire en fait qui va contenir notre programme avec les métadonnées notamment de Pulumi pour que Pulumi sache comment en fait exécuter et comment appliquer en fait justement ce projet. Et les stacks. Les stacks, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En Terraform, c'est une horreur la gestion des multi-environments. Et bah, la gestion des multi-environments dans Pulumi, ça s'appelle une stack. Et globalement, en fait, vous allez pouvoir nativement, directement, grâce à Pulumi, créer vos différentes stacks, donc instancier plusieurs projets très facilement avec la commande, avec la CLI de Pulumi. Et donc, comment se représente un projet? Bah, c'est ce que j'expliquais, hein, Pulumi.dev.yaml, ça veut dire que c'est la stack, donc l'instanciation de dev de mon projet. Pulumi.yaml, c'est la définition de mon projet, c'est globalement quand je rentre dans mon projet, qu'est-ce que j'ai à lire et globalement comment est fichu mon projet. Et puis après, bah, j'ai les choses qui sont liées à mon projet. Là, en l'occurrence, c'est du Python. Chose importante aussi, c'est qu'en Terraform, vous n'avez pas personne ne vous impose de fixer les versions. En Pulumi, lorsque vous créez un nouveau projet, ça fixe automatiquement les versions. Ils sont figés. Donc, si vous recréez le nouveau projet, vous le réappliquez une nouvelle fois, il va réutiliser en fait les versions des dépendances que vous aviez déclarées. Et donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Pour l'application, c'est globalement la même chose que Terraform, ça fait du CRUD. Donc, ça vient créer, lire, update et puis delete éventuellement s'il y a besoin, directement au niveau des cloud providers. Et ça joint en fait les API des cloud providers pour le faire. Ce qu'on va faire du coup, c'est que là, on va parler du premier projet. Globalement, en plus, d'ailleurs, pour créer son premier projet, c'est pas très compliqué parce que vous êtes accompagné pour le faire. Et vous avez deux possibilités. C'est soit vous le laissez faire et il vous pose des questions et vous remplissez les champs, ou alors vous pouvez vous baser sur des templates. Notamment, nous, au resto, on est très friands en fait, d'avoir des repos Git avec des templates qu'ils peuvent réutiliser. Et en fait, c'est un peu ça. Ils font un Pulumi new, l'URL du repo Git, et ils ont le nouveau projet qui est instancié. Et je vous propose qu'on fasse quelques petites démos. J'espère que le dieu de la démo sera avec moi maintenant. La première démo, ça va être de créer notre premier projet. Alors, tac. Je vais passer sur l'autre micro. Vous m'entendez toujours bien? Peut-être même mieux. Tac. Je me permets. Tac. Est-ce que vous voyez tous bien si je fais ça? Wow. Ok, parfait. Eh bien, on va se positionner dans notre premier projet. Comme j'ai beau avoir physiquement une grosse tête, mais mon cerveau étant de taille assez limitée, je note tout ce que je fais parce que sinon j'oublie. Même si globalement la commande elle n'est pas très compliquée, puisqu'en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet Python. Seb ce matin m'a lancé, comme j'ai pas pu présenter mes talks ce matin, j'étais pas là sur cette scène. Il m'avait lancé plutôt le défi de le faire en PHP. Bon, en l'occurrence, j'ai pas spécialement envie de faire du PHP, donc on restera sur du Python, mais parce que c'est plutôt lisible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Alors là, en l'occurrence, je vais lui demander de me créer un nouveau projet Python. Donc l'avantage de Pulumi, c'est qu'on peut utiliser notre langage qu'on souhaite. Là, en l'occurrence, moi, je vais prendre Python. Et donc là, il va me proposer de créer un nouveau nom, justement, sur mon projet. Donc, je vais faire démo 1. Il va me proposer une description. Bon, je vais faire blabla, on s'en fout. Hop. Là, il va me proposer la stack. Donc, quelle va être ma première instanciation de mon projet? Et c'est dans cette instanciation de mon projet que je vais pouvoir définir les différentes variables d'environnement et les variables, en fait, pour gérer ce projet. Là, en l'occurrence, je vais mettre démo, tiens. Hop. Et donc voilà, là il est en train de me créer mon projet, il est en train de récupérer toutes les dépendances, et en fait à la toute fin, ce que je vais avoir, c'est que dans mon répertoire, je vais avoir mon fichier mn.py
où je vais pouvoir écrire mon code véritablement, en fait, déclarer mon infrastructure. Et je vais avoir aussi, si je regarde un petit peu, le pulumi.demo, donc le fichier, en fait, littéralement, qui contient l'instanciation de ma stack, enfin de mon projet, pardon. Et dans ce fichier-là, d'ailleurs, grosse différence aussi par rapport à Terraform, c'est que par défaut, tous les secrets dans Pulumi sont chiffrés. Donc vous n'avez aucun secret dans Pulumi qui vont être stockés en clair, comme vous pouvez l'avoir notamment côté Terraform. Et donc si je regarde un petit peu ce qui est fait dans le fichier, là en l'occurrence il m'importe juste Pulumi, enfin la lib Pulumi, enfin le SDK pardon Pulumi, et après je peux pouvoir écrire mon code. On va passer à la démo 2. La démo 2, elle est ici. Donc là on va créer une première instance sur AWS, sauf que j'ai pas de sous. J'ai pas d'argent et donc je vais créer ça finalement en local, un mini AWS sur mon PC. Pour ce faire, je vais utiliser LocalStack, qui est très bien si vous avez besoin de moquer notamment AWS. C'est un outil qui est plutôt bien fichu et qui fournit tout un ensemble d'API, enfin toutes les API AWS qui vous les fournit en local dans un conteneur Docker. Donc ça marche normalement plutôt bien. On espère que l'effet démo va pas être là. Donc je vais aller dans ma deuxième démo. C'est Demobis, pardon. Tac. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon dossier. Mince, je sais plus écrire. Export. Alors là, j'exporte différentes variables d'environnement qui, en l'occurrence, là, moi, pour aller assez vite, j'ai demandé à Pulumi à ce qu'il me stocke localement dans mon projet le fichier de state. Mais sinon, par défaut, en fait, ce qui est fait, c'est que le state est stocké en fait soit dans la Cloud Console Pulumi, ce qui est fait par défaut, ou alors vous pouvez le stocker dans un bucket type S3, GCS, enfin ce genre de choses. Donc là, cette fois-ci, je vais regarder un petit peu mon code. Globalement, on va un petit peu plus loin quand même que créer juste une instance, parce que si tu lui donnes pas de réseau, ça va pas bien fonctionner. Donc comment ça se passe? Je crée un VPC, j'attache un subnet à ce VPC, je crée une interface réseau où je lui attribue une IP dessus, et je crée mon instance, qui s'appelle Foo. J'ai été très inspiré pour le nom de l'instance. Et donc, pour ce faire, la structure du projet, elle n'a pas vraiment changé. On a toujours notre fichier de stack, notre fichier du projet. Et ben là, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on regarde déjà s'il est OK pour créer tout ça. L'équivalent du plan sur Pulumi, c'est Preview. Donc là, il est en train de se connecter à LocalStack, enfin au mock de l'API d'AWS. Et il est en train de voir s'il y a des choses à modifier et puis de rafraîchir le state, puisque comme Terraform, Pulumi possède un fichier de state. Donc là, OK, il me dit j'ai tout ça à créer. Et bien là, je vais lui dire OK, tu me crées tout ça. Et donc là, alors c'est un peu long parce que forcément je suis en local sur mon PC. Donc ça prend un peu de temps. En l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur les slides en attendant. Et ça va me permettre d'ailleurs de jouer avec les templates. Bon, tiens, d'ailleurs, hop. C'est pas ça que je voulais faire. On va le laisser créer. On va passer là-dessus. Et pour jouer avec les templates, en fait, on a plusieurs possibilités. Notamment, je vais un peu zoomer. Tac. On a plusieurs possibilités. Si vous utilisez en fait la commande pulumi-new-l pour lister, vous avez possibilité en fait de lister tous les templates qui sont déjà prédéfinis, prédéveloppés par Pulumi. Notamment d'ailleurs la partie OpenStack, je l'ai mis à jour il n'y a pas très longtemps sur le repo, donc si vous utilisez Pulumi, vous aurez toute la partie OpenStack à jour, peu importe le langage. Et donc vous avez là comme ça la possibilité en fait de sélectionner un template et puis le créer. Donc pour le créer en fait c'est tout simple. Enfin pour pouvoir justement récupérer ce template, ça va être en fait de faire un Pulumi new et le nom de mon template et automatiquement il va récupérer le template et je vais pouvoir commencer à jouer dessus. Comme je le disais tout à l'heure, Aristo, on est très friand de la partie template via des repos Git. Et bien en fait, pour y arriver, c'est ce que je disais, c'est Pulumi new, l'URL du repo Git, et puis en avant Guingamp. Donc voilà, donc là il m'a créé mes différentes ressources. Je ne vais pas les lister avec la commande AWS, mais l'idée c'est que voilà, il m'a créé toutes mes ressources. Là maintenant, comme sur Terraform, je vais pouvoir les destroy. Hop. Normalement le destroy est beaucoup plus rapide.
Et je vais repasser sur mes slides. Alors, comme je l'ai dit, le stockage de l'état, notamment, en fait, le stockage de l'état, en fait, sur Terraform, il est stocké dans un fichier, le terraform.tfstate. Côté Pulumi, par défaut, comme je l'ai dit, hein, le tfstate, enfin l'équivalent du tfstate, le Pulumi State est balancé dans la Cloud Console. C'est le premier truc que je désactive moi quand je lance Pulumi, c'est de ne pas me connecter à la Cloud Console parce que c'est payant ce truc-là, en l'occurrence, et de le stocker plutôt localement. Et donc, comme je le disais, hein, le fait de pouvoir le stocker dans un bucket type S3 ou GCS. Et donc maintenant, on va regarder un petit peu les états, comment c'est découpé. Hop. Donc là, voilà, il m'a tout destroy. Hop. Si je regarde, je vais rester dans le même projet en fait finalement, parce que normalement j'ai un dossier. C'est des Pulumi, je vais y arriver. Voilà, automatiquement en fait, il m'a créé un dossier .pulumi, et dans ce dossier .pulumi, en fait, je vais retrouver l'entièreté de mon state, tout découpé. C'est pas un monofichier. Comme on va avoir par exemple côté Terraform, là ça va être tout découpé avec des dossiers, avec des sauvegardes qui vont être faites automatiquement. Donc ce qui fait que d'ailleurs si vous avez besoin de rollback très facilement, vous pouvez même venir directement dans le... Alors c'est assez déconseillé, mais vous pouvez le faire, c'est de venir dans le dossier de state et puis venir récupérer des choses s'il y a besoin. Donc on va continuer. Hop. L'infrastructure as code, vous l'aurez compris, hein, globalement, c'est du code. Et là, le gros avantage de Pulumi aussi, que vous aurez bien compris, c'est que ça va permettre de développer, la partie développeur experience, à savoir, vous allez pouvoir utiliser votre langage de programmation préféré. À l'inverse de Terraform, il n'utilise pas de DSL. Le seul DSL qu'il a, entre guillemets, c'est le Pulumi YAML, et je vais le montrer justement tout à l'heure, c'est la possibilité de créer des ressources avec des fichiers YAML, mais nativement inclus par Pulumi. Et justement, ça va être la démo qu'on va voir ici. Je ne vais pas lancer la création parce que comme c'est assez long et qu'il me reste finalement pas non plus beaucoup de temps par rapport à tout ce que j'ai à vous montrer, on va... tac. Donc là, l'idée, comme je l'expliquais, Pulumi a par défaut la possibilité de créer en fait des ressources directement au format YAML pour ceux qui aiment, pour les YAML engineers, s'il y en a dans la salle. Globalement, en fait, ça va être tout stocké dans le fichier pulumi.yaml. Alors honnêtement, moi, je suis pas un grand fan de ce fonctionnement-là, notamment parce qu'en fait, si vous avez des gros projets, ce truc-là, vous pouvez pas splitter en plusieurs sous-fichiers. On peut le mettre que tout dans ce fichier-là, dans le pulumi.yaml. Donc c'est très bien si vous avez par exemple comme là besoin de créer juste un petit bucket qui s'appellerait Riviera. Si vous avez besoin de faire un truc beaucoup plus gros, c'est très fortement déconseillé. On va retourner. Hop, non, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Dans les langages de programmation qui sont supportés, globalement, il y a un peu tout. J'ai un de mes collègues qui m'avait partagé Rust et AWS, parce que c'est un grand fan de Rust, il s'était dit c'est génial si on peut écrire de l'infrastructure as code et remplacer du Terraform par du Rust, c'est juste génial le truc. Bon, en l'occurrence, non. L'article, je vous l'ai mis quand même, parce qu'il est toujours disponible. Moi, je me suis fait rattraper par la patrouille parce que j'en avais pas parlé rapidement, j'ai pas eu l'occasion de le tester. Et justement, un des devrels de Pulumi m'a dit alors, ton talk était très bien, mais par contre, la partie Rust AWS n'existe pas. Donc, si jamais vous voyez Rust AWS, c'est pas la peine de passer un peu de temps dessus, ça n'existe pas. C'est une IA qui a généré l'article. Côté code, globalement, si on compare un petit peu entre Terraform et Pulumi, là en l'occurrence c'est du Python côté Pulumi, en fait c'est assez lisible, on retrouve finalement la même chose en termes de paramètres par exemple, notamment sur la partie création des instances, on a littéralement la même chose. Le seul truc qui est différent, c'est que même si dans Pulumi, ce qu'on va créer, ça s'appelle aussi une ressource, on n'a pas cette notion même de ressource. On ne va pas écrire ressource, le nom de ma ressource, et ensuite, après, le type de ma ressource, et ensuite le nom de ma ressource. C'est vraiment en fait directement du code. Et si vous êtes intéressé justement pour voir un petit peu plus en détail quels sont les différents langages supportés, notamment s'il y a beaucoup de javaïstes, s'il y a des gens qui font du Scala, ce genre de choses, officiellement c'est supporté. Alors après, Stéphane me disait que c'était un peu plus compliqué que ça, mais globalement il y a quasiment tous les langages qui sont supportés et il y a toute la documentation qui est présente ici.
En termes d'outillage aussi, ce qui est vraiment pas mal, c'est que comme c'est votre propre langage de programmation que vous allez pouvoir utiliser, bah, vous n'avez pas besoin d'utiliser un IDE spécifique ou des plugins justement spécifiques liés au HCL, enfin au DSL de Terraform notamment. Là, en l'occurrence, vous allez utiliser finalement l'outillage que vous aviez pour votre langage de programmation. Donc, par exemple, côté IDE, on va pouvoir avoir du VS Code, IntelliJ, ce genre de choses. Pareil pour la partie testing, on va utiliser nos outils de test qu'on utilisait habituellement pour pouvoir tester en fait nos différents applicatifs. Là où justement, aussi encore une fois avec Terraform, c'était un outil supplémentaire qu'il fallait utiliser et qui fait partie de l'écosystème Terraform. Et si vous voulez par exemple aussi avoir de la CI/CD, vous avez un mode non interactif qui vous permet de passer en fait Pulumi en mode non interactif et donc directement ajoutable dans de la CI/CD. C'est ce qu'on utilise nous notamment au resto côté CI. On est en 2024, donc forcément, on va parler un peu d'IA, puisque Pulumi notamment fournit un outil qui est pratique, qui permet en fait, vous décrivez ce que vous voulez en termes d'infrastructure et vous donnez en fait le langage que vous souhaitez utiliser, et globalement, en fait, vous génère automatiquement le code. C'est un peu automagique, ça vous fait gagner un temps monstrueux. C'est basé sur ChatGPT derrière. Mais globalement, le modèle a été entraîné justement pour répondre au contexte de Pulumi et surtout par rapport à la documentation. Et donc, vous lui dites ce que vous voulez et il génère automatiquement. La modularité aussi, c'est un truc que j'ai un petit peu expliqué que ça marchait pas très bien en Terraform. Globalement, en Pulumi, la modularité, c'est comment, dans votre langage de programmation, vous allez utiliser les mimiques de votre langage. Vous allez utiliser, par exemple, les librairies, ce genre de choses, et pouvoir les importer de repo en repo s'il y a besoin. Vous allez, on va même faire mieux que ça, on va faire une petite démo. Je vais reposer le micro. Tac. La dernière démo, la dernière démo, c'est pas la dernière démo, mais la démo sur la modularité. En fait, j'ai repris. Vous m'entendez bien? Ok, parfait. La démo en fait sur la modularité, j'ai repris le premier code que j'avais créé, à savoir là où j'ai créé mes VPC, mes réseaux, mes interfaces, etc. Et je me suis dit, ce qui serait bien en fait, ça serait de pouvoir le rappeler. Parce que c'est un peu l'idée quoi, des modules, c'est justement de pouvoir rappeler ce code avec certains paramètres qui changent, mais c'est un peu ça l'idée derrière. Et bien en fait, ce que j'ai fait, j'ai créé une classe toute bête. Bon, c'est pas le truc qui répond, on va dire, à toutes les bonnes pratiques, mais globalement, l'idée, c'est ça. C'est d'avoir une classe qui nous permet de créer des ressources qui va être appelable plusieurs fois. Et donc là, j'ai littéralement en fait mon code de tout à l'heure. Si ce n'est qu'à la toute fin, j'appelle justement ma classe et automatiquement derrière, je crée X fois en fait mon code, X fois là en l'occurrence, mon instance. Je vais y arriver. Tac. Ensuite, on va pouvoir aussi ajouter une couche d'abstraction. La couche d'abstraction, elle est assez facilement possible, notamment parce que, encore une fois, vous avez la possibilité d'utiliser les mimiques de votre langage de programmation. Donc si, c'est ce qu'on fait, nous, notamment au resto, sur certains éléments d'infrastructure, on a décidé plutôt de simplifier au maximum avec un pauvre fichier YAML avec 3 lignes à changer, pour un truc qui est hyper compliqué finalement derrière. Mais pour apporter justement cette couche d'abstraction, Pulumi nous permet de le faire, et en plus en ayant cette gestion du state derrière. Et donc, tout ça grâce aux mimiques du langage. Et ce qui fait que, globalement, vous allez retrouver, alors tout à gauche, c'est le code qu'on utilise pour variabiliser en fait des éléments sur notre pare-feu, parce qu'on a un pare-feu FortiGate sur l'infrastructure des Restos du Cœur. Et à droite, c'est finalement le résultat. Le résultat qui est drastiquement simplifié, puisque on passe un peu plus de 150 lignes à quelques lignes, et en plus répétable, donc très facilement. Et tout ça, en fait, si jamais ça vous intéresse, je l'ai rendu dans un dépôt Git. Donc s'il y a des gens qui font du Forti et qui ont envie de faire du Pulumi avec du Forti, c'est tout à fait possible. Il y a le dépôt qui est dispo. Et donc là, vous avez en fait des fichiers YAML derrière pour pouvoir créer des règles, créer des objets, créer des routes, etc. Enfin, des trucs qui sont très réseau, mais qui globalement en fait ajoutent de l'abstraction plutôt que là, pour le coup, et effectivement tout faire en Pulumi derrière. Et l'avantage aussi, c'est que, alors ça, on aurait pu le faire avec de l'Ansible. Le seul truc, c'est qu'Ansible n'a pas de fichier de state, et quand on veut pouvoir stocker notre état, justement par rapport à ça, là c'est possible. Hop.
Et ben, on va créer des ressources en apportant une touche d'abstraction, et en fait, finalement, c'est ce que je viens de vous montrer, donc vous avez rien entendu. Je suis allé un peu vite. La CLI est plutôt bien fichue, celle de la CLI de Pulumi, parce qu'elle intègre tous les outils dont vous avez besoin pour pouvoir bien commencer et créer des choses, en fait, directement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un TF switch, par exemple, pour switcher de version. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un TF lin pour pouvoir linter. Tous les outils qu'habituellement, dans l'écosystème plutôt Terraform, c'était des outils qui étaient à côté. Globalement, Pulumi, en fait, intègre quasiment la totalité de ses besoins directement dans leur CLI. Et puis bon, pour le troll, sur Twitter, j'ai un ami qui m'a dit il n'y a plus qu'à remplacer, en fait, faire un alias en remplaçant Terraform en Pulumi. Bon, faites pas ça parce que ça risque de tout casser. Parce que les verbes sont pas les mêmes. Justement, en parlant de verbes, vous l'avez vu, tout à l'heure, j'ai fait l'équivalent du plan en faisant un preview. L'update, c'est l'équivalent du apply. Vous avez même des acronymes. Si vous faites up à la place d'update, ça marche aussi. Et le destroy, ça, il n'y a pas 12 000 manières de le remplacer en termes de nom, c'est un destroy, puisque je vais détruire mes ressources. Vous avez aussi possibilité de migrer facilement d'un projet. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'ils avaient un petit peu prévu le truc, en se disant, si un jour Terraform nous fait une dinguerie, comment on fait en sorte que nos utilisateurs passent de Terraform vers... Enfin, les nouveaux utilisateurs passent de Terraform vers Pulumi. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils se sont dit, on va écrire directement la possibilité de convertir du code Terraform en code Pulumi. Et donc ça, c'est disponible depuis la 3.71, et ce qui fonctionne globalement plutôt bien. Donc, on va en faire une petite démo, d'ailleurs. Encore une fois, j'espère que le dieu de la démo va être avec moi, parce que je viens de vous dire que ça fonctionne bien. Hop. Et donc là, même chose. Hop. Donc là, comment on convertit notre code ? En l'occurrence, là, j'ai un code Terraform qui est tout bête. Alors, ne faites pas ça chez vous. Parce qu'avoir le provider, l'output et les ressources dans le même fichier, c'est une mauvaise pratique. Mais là, dans l'idée, c'est plus vous montrer qu'on peut convertir très facilement du code de l'un vers l'autre. L'idée, ça va être que, voilà, on va prendre cette commande. On va lui dire, tu me convertis tout ça. En l'occurrence, là, tu vas utiliser le langage Python pour pouvoir le faire, et tu me crées ça dans le dossier Pulumi. Et forcément, ça s'est pas bien passé. Pourquoi ? Un problème Python, étonnamment. Je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais dans l'idée, c'est normalement, là, ça crée effectivement un virtual env, mais je pense qu'en fait, j'ai déjà mon... Non. Pulumi. Bon, j'aurais pas dû prendre Python. C'était pas le bon exemple. J'aurais dû peut-être prendre PHP, ouais, finalement. Bref, c'est pas grave, on continue. Donc une migration aussi facilitée parce que vous avez la possibilité d'importer les ressources que vous aviez dans votre TF state dans le state Pulumi. Donc une fois que vous avez converti votre code Pulumi en code Terraform en code Pulumi, pas l'inverse, vous avez aussi possibilité d'importer le fichier de state. C'est pratique, comme ça, du coup, tout votre projet, finalement, est converti pour fonctionner avec Pulumi. La Cloud Console, je ne vais pas trop m'attarder dessus, même si elle est hyper intéressante, et c'est ce qui permet notamment de faire de la concurrence, par défaut. C'est le truc qui est utilisé par défaut pour stocker le fichier de state, et c'est ce qui vous permet aussi, donc comme je l'ai dit, de faire la concurrence et qui s'intègre aussi avec votre CI/CD. Vous pouvez aussi relancer des jobs directement depuis la Cloud Console, ça exécute le job directement sur votre poste. Donc ça, c'est plutôt intéressant si par exemple vous avez une machine qui exécute tout votre code Pulumi. Et donc la Cloud Console, on a aussi la gestion des côté Airback, et puis il n'y a plus besoin d'Atlantis si vous l'utilisez. La Cloud Console, donc ça ressemble à ça. Vous avez vos stacks, vous avez aussi tous les éléments de la stack, vous pouvez reconfigurer la stack s'il y a besoin. Un autre truc qui est intéressant avec Pulumi, c'est un outil qui est complètement détaché, c'est Pulumi ESC, donc Environment Secrets and Configuration. Cet outil, en fait, il permet justement de gérer en fait tous les environnements. En fait, une grosse feature quand même de Pulumi, c'est la gestion des environnements, des secrets, etc. Et en fait, ils se sont dit, c'est bien, mais en fait, finalement, il y a peut-être des gens qui n'ont pas totalement la possibilité de migrer comme ça tout de suite sur Pulumi. Donc, on va fournir cet outil pour qu'ils puissent l'utiliser ailleurs. Donc, c'est ce qui a donné Pulumi ESC. Donc, la commande, c'est juste ESC. Donc, si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas.
On va parler rapidement du Terraform Bridge. Le Terraform Bridge, c'est quoi? C'est la possibilité de convertir des providers Terraform en providers Pulumi du moment qu'ils ont été écrits en fait, avec le plugin SDK de Terraform, puisque derrière, ça fait du CRUD, en fait. Ça fonctionne de la même manière. Donc, vous avez littéralement la possibilité de convertir tous vos providers Terraform historiques, si c'est bien écrit, en Pulumi. Et le Terraform Bridge, ça ressemble à ça. Vous avez aussi donc l'Automation API. L'Automation API, c'est hyper intéressant et notamment, c'est un truc qu'on commence pas mal à utiliser au resto. C'est la possibilité en fait d'avoir faire du ClickOps. Vous avez par exemple, vous créez une petite interface. Vous lui dites par exemple, je veux tant de machines, tant de types de services. La personne va juste avoir cliqué, derrière ça va avoir créé le repo Pulumi, refresh le state, etc. Et ça justement c'est possible notamment via l'Automation API. La communauté est plutôt grandissante puisque aujourd'hui je suis en train de vous parler justement de Pulumi. Il y a des gens qui sont, vu le nombre que vous êtes, intéressés par l'outil d'une certaine manière. Donc globalement, si vous voulez vous intéresser un petit peu à comment fonctionne Pulumi, allez sur le GitHub, allez sur le Twitter, enfin X, allez sur Slack aussi de Pulumi. Les gens là-bas sont très gentils et vous répondront si vous avez des questions techniques. Il y a quand même des contres à Pulumi. Hein. Je suis pas là pour vous vendre l'outil en fait. Je suis pas payé par Pulumi pour le faire. Notamment le bridge. Moi, je l'ai utilisé pour un outil qu'on utilise au resto qui s'appelle Metal as a Service. Et convertir le provider a été un peu compliqué, notamment parce qu'en fait, alors c'est pas lié à Pulumi directement, mais à celui qui a écrit le bridge, le provider, pardon, Terraform, c'est que l'URL qui était en fait de la librairie Go qui était écrite ne suivait pas les standards. Habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on met en fait le lien vers le repo Git. Quand on initialise du coup un nouveau module, on met un lien du coup sur le dépôt Git qui stocke ce module. Là, en l'occurrence, c'était pas du tout le cas, donc il a fallu faire une réécriture directement dans le Go mode pour pouvoir le faire pointer au bon endroit. C'est des choses qu'il faut bien faire attention. C'est pas lié directement au bridge, c'est lié plutôt, on va dire, à l'écriture du provider. Et donc, il y a aussi un autre truc, c'est que Pulumi, globalement, c'est un peu comme Terraform là-dessus, hein, c'est que si vous écrivez pas, par contre, des guidelines dès le début, même si vous êtes plutôt guidé, on va dire, sur la manière de créer votre projet et surtout de comment y rentrer dedans, globalement, ça peut très rapidement devenir le bazar. La documentation aussi, alors, elle est plutôt bien faite. Le seul problème, c'est que comme il y a beaucoup de choses qui sont converties de Terraform vers Pulumi, ils ne sont pas officiellement documentés dans la documentation Pulumi. Donc, passer beaucoup de temps, en fait, finalement, à aller lire ce qui se fait dans le provider Terraform. Et le nombre de providers Pulumi qui est ridicule quand on regarde à côté de celui de Terraform, puisqu'on a environ 4000 providers sur la registrie officielle de Terraform, contre 160 côté Pulumi. Mais bon, il ne faut pas oublier que globalement, il y a le bridge, donc si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez encore le convertir et puis l'avoir, même si en réalité, le 3/4 du temps, on a ce qu'il faut. C'est très rare de ne pas avoir ce qu'il faut. Comme je dis souvent, voilà, j'ai terminé ma présentation. Si vous voulez me laisser un feedback, n'hésitez surtout pas, c'est le moment. Et si vous avez des questions, on va pouvoir passer aux questions. Je suis allé, je pense, un peu vite, mais merci beaucoup. Oui. Alors, je vais reprendre le micro. Alors, pour répéter la question, ce que tu n'as pas compris, c'est le mode de licensing de la console, c'est ça, hein, et si elle est open source ou pas. La console en elle-même, et c'est pour ça que je ne l'ai pas détaillée, elle n'est pas open source. Donc c'est pour ça que je ne la détaille pas plus que ça. Mais encore une fois, vous avez des crédits qui sont gratuits, donc vous pouvez l'utiliser sans problème, et vous pouvez aussi la self-hoster. Après, honnêtement, quand il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, c'est gratuit, donc ça fonctionne, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. C'est quand tu commences à avoir vraiment des très grosses équipes où là, ça devient, ça commence à coûter un peu d'argent. C'est là-dessus, en fait, que Pulumi a axé son business model. C'est sur la console, c'est sur les services qu'ils ont et qu'ils vont offrir en plus. Parce qu'ils se sont dit, Terraform n'a jamais été HashiCorp n'a jamais été rentable avec des outils comme Terraform qui sont utilisés partout. Autant trouver une autre
alternative, on va dire, et notamment plutôt orientée entreprise. Effectivement, tu es tout seul dans ton garage justement à créer 2-3 projets, ils n'ont aucun intérêt, ils vont pas te facturer. Par contre, dès que tu commences à être une entreprise avec 5 ou 600 développeurs sur un projet, là, ça commence à devenir intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais. Ouais. Pas encore. Mais alors, pour avoir discuté avec en fait, le gros problème de ce fonctionnement, c'est qu'il faut pouvoir écrire pardon, le SDK qui est compatible avec le langage. Et donc, actuellement, il supporte pas mal de langages, surtout les langages un peu mainstream, on va dire. Bon, PHP, historiquement, en fait partie, mais en l'occurrence, ils ont pris plutôt des langages un peu plus récents, on va dire, notamment TypeScript, ce genre de choses. Et donc, ce qui fait que ça va arriver. Après, ça n'est pas encore supporté. Tous les langages, effectivement, ne sont pas supportés. Ça serait un mensonge que de vous dire que tous les langages sont supportés. C'est d'ailleurs pour ça que je disais tout à l'heure que Rust n'était pas supporté. J'ai été rattrapé par la patrouille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a un équivalent au data source, notamment côté Terraform, en Pulumi? Oui, il y a effectivement un équivalent au data source en Pulumi. Faut vraiment voir que l'outil, en fait, finalement, c'est une réécriture de Terraform. Juste, le gros truc qu'ils apportent, c'est le fait d'utiliser ton langage. Mais effectivement, la data source, et ça fait partie des choses supportées. Oui. Ouais. Alors. Ouais. Alors, la question, c'est est-ce que j'ai déjà essayé de convertir de gros projets, et notamment avec des ressources un peu particulières, c'est bien ça, hein, enfin des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors, je l'ai déjà fait sur des gros projets qui sont officiellement supportés, donc avec des providers officiels Pulumi, notamment des trucs type AWS ou même OpenStack. Ça marche sans aucun problème. Dès que par contre on commence effectivement à avoir des providers un peu obscurs, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Donc là en fait c'est pas tant lié directement encore une fois à Pulumi, c'est plus à comment ton provider a été écrit derrière. S'il est disponible, il n'y a pas de souci, là il arrive à le convertir. Par contre effectivement si le provider il n'existe pas, là c'est plus compliqué et il va falloir aider Pulumi justement en convertissant d'abord le provider en provider Terraform en provider Pulumi et ensuite effectivement convertir ton code. Mais effectivement, dès que tu as des projets avec des providers qui ne sont pas officiellement supportés, bah, tout dépend comment ça a été, si le provider est disponible ou pas. Ça marche, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un peu de temps, je pense. Ok. Si vous avez même des trucs que vous voulez revoir en particulier, il ne faut pas hésiter. Hein. On a encore un peu de temps, donc je suis allé vite. Ouais. Ouais. Alors, ouais. Bah, ça change pas grand-chose en fait, à plusieurs possibilités effectivement. Donc la question c'est comment j'hoste mon fichier de state si je suis pas dans la cloud console en mode concurrentiel. Il y a plusieurs possibilités. C'est soit tu lui dis tu me pointes vers un bucket type S3, GCS ou même directement sur GitLab parce que finalement la conf est compatible. Ou alors bah, tu le laisses par défaut et ça le stocke dans la cloud console. Bah en fait, ça je ne l'ai pas montré, mais je vais vous le montrer rapidement. Si je regarde par exemple un projet, notamment celui-ci, et que je vais dans la configuration de la démo, en fait ici, dans ma stack, donc dans l'instanciation de mon projet, je vais retrouver tout un lot de configurations. Et c'est ça que je voulais vous montrer que j'ai un peu, avec le stress, oublié. J'ai notamment tout un lot de configurations. Bon là, en l'occurrence, c'est lié à LocalStack pour lui dire sur quelle API tu vas pointer. Mais en fait, finalement, je vais retrouver toutes ces informations ici. Là, je ne l'ai pas mis ici pour où est-ce que je fais pointer mon bucket, puisque je le fais via une commande export à chaque fois, mais je peux lui mettre aussi directement dans la définition de la stack. Je peux lui dire, bah, mon bucket, finalement, tu me le fais pointer dans un bucket, enfin, mon fichier de state, pardon, tu me le fais pointer dans un bucket type GCS, S3, ce que tu veux.
Il y avait des gens qui avaient utilisé LocalStack ici? Enfin, si jamais vous avez des choses à tester, notamment par exemple quand vous avez de la CI ou ce genre de choses, c'est très pratique, très franchement. Notamment nous chez Deezer, on commence à l'avoir sur la partie, comme on utilise les DNS publics d'AWS, parce que ça nous permet de pré-tester en fait que nos records sont bien déployés. Donc c'est vraiment très pratique et c'est gratuit. Enfin open source. Voilà. Oui. Alors, pour le moment, ça ne moque que la partie AWS et je crois que ça commence à moquer GCP. OVH, ça m'étonnerait. Je sais pas, Philippe, si tu... Stéphane, pardon. Si tu... Non, ça, vous n'avez pas encore de... Mais ouais, l'idée, c'est, pour le moment, ça moque... Enfin, historiquement, ça moquait la partie AWS. Ça commence à le faire sur GCP et puis progressivement, voilà, ils ajoutent les nouveaux cloud providers. Ça marche. Bon, je vois que le maître du temps me dit que c'est fini. Donc, merci beaucoup encore. Et puis,